Vous en avez forcément entendu parler, depuis le 13 mai, tout le monde en parle, c'est en train de faire de gros dégâts, notamment dans les entreprises, mais cela touche également les particuliers. Je veux bien sûr parler de WannaCry, également connu sous le nom de WannaCrypt. C'est le nom qui est donné à ce cryptovirus qui est en train de rendre paranoïaque la planète entière et qui a déjà, à l'heure où je vous parle, pénalisé une bonne partie de l'économie mondiale. Plus de 150 pays ont été touchés à travers le monde. Le pays le plus touché semble être la Russie, avec notamment ses établissements bancaires. Au Royaume-Uni, c'est les établissements hospitaliers qui ont été le plus touchés et des opérations chirurgicales ont dû être reportées. Mais fort heureusement, aucune victime n'est à déplorer. La France n'a pas été épargnée et c'est notamment l'entreprise Renault qui a été très fortement touchée. Elle s'est vue obligée de ralentir sa production. Aux États-Unis, le service de livraison FedEx était dans l'impossibilité d'effectuer certaines de ses livraisons. Pas cool pour ceux qui ont acheté du hardware. Inutile de préciser que toutes ces attaques ont une énorme conséquence sur les revenus de ces différentes entreprises et ont engendré un énorme manque à gagner. Les grandes entreprises se rejettent mutuellement la faute à propos de leur responsabilité dans cette affaire. Microsoft accuse tout d'abord directement la NSA de ne pas les mettre au courant des failles qu'ils découvrent assez rapidement. En effet, WannaCry exploite des failles Zero Day. Ces failles ont été découvertes par la NSA et lorsque la NSA découvre une faille, ils vont en profiter pendant environ un an pour leurs travaux de surveillance, avant d'en informer les entreprises en question. Ces dernières vont alors ensuite essayer d'apporter un correctif le plus rapidement possible. Le problème, c'est qu'entre-temps, des petits malins ont réussi à subtiliser une liste de la NSA qui recensait des failles Zero Day concernant le système d'exploitation Windows, ainsi que d'autres outils de hacking. Ils ont exploité la faille nommée Eternal Blue pour développer ce ransomware qui touche les différentes versions du système d'exploitation de la firme de Redmond. Mais n'oubliez pas que s'ils ciblent en priorité Windows, c'est dû au fait que ce système d'exploitation soit utilisé sur plus de 95% des ordinateurs à travers le monde. Je parle d'ordinateurs personnels et non de serveurs. Et c'est donc en toute logique que les hackers prennent en cible Windows plutôt que macOS 10 ou des distributions Linux. Pour les gens qui sont sur macOS 10 ou une distribution Linux, il existe également des failles de sécurité sur ces systèmes d'exploitation et de plus en plus de hackers s'y intéressent car ils prennent de plus en plus de place sur le marché des OS. Microsoft accuse également les utilisateurs, c'est-à-dire vous, de ne pas être assez vigilants. En effet, ils ne peuvent pas être tenus pour responsables lorsque des utilisateurs cliquent à tout va sur des liens suspects et des fichiers joints vraiment douteux. Microsoft avait sorti un patch en mars dernier pour corriger la faille Eternal Blue, mais beaucoup de gens ne l'ont pas fait. Certains volontairement, car ils ne voient pas l'utilité de mettre régulièrement leur OS à jour, car il marche déjà très bien comme ça. D'autres, c'est simplement par manque de maîtrise de l'outil informatique. Les grandes entreprises n'ont pas eu beaucoup de mal à remettre leurs ordinateurs infectés en route, car elles ont les moyens de se payer des équipes de cybersécurité performantes. De plus, toutes les précautions ont été prises avant le drame. Ces entreprises font des sauvegardes régulières de leur système d'exploitation. Et ça, on va en reparler à la fin de la vidéo, car c'est très important. Alors même si l'attaque est présentée comme une attaque informatique sans précédent, il ne faut pas oublier que les rançongiciels, c'est comme ça qu'on les appelle en français, les rançongiciels cryptographiques ne datent pas d'hier. Une des premières attaques a eu lieu en 2012. Puis il ne faut pas se voiler la face, si le virus a fait 200 000 victimes en quelques jours seulement, c'est avant tout dû à la crédulité des gens à ouvrir des pièces jointes qui arrivent dans leur boîte mail directement sans se poser de questions. Et pas de panique, parce qu'aujourd'hui on va voir ensemble comment se protéger contre ce genre de menaces, et c'est beaucoup plus simple que ce que vous pensez. Je vous rassure, cette vidéo est faite pour tous, pas besoin d'être un expert en cybersécurité ou un programmeur chevronné. Dans un premier temps, on va revenir sur la notion de chiffrement puisque c'est le concept même des ransomware. Puis on verra le fonctionnement et le mode opératoire des ransomware et troisièmement, je vous liste les bons réflexes à adopter pour se protéger définitivement et efficacement de ce genre de menaces. Alors une petite explication brève sur ce qu'est le chiffrement. Le chiffrement est quelque chose de très important puisque toute la sécurité sur Internet mais également la stabilité de l'économie mondiale repose sur des algorithmes de chiffrement. On va prendre un exemple tout simple pour que vous puissiez comprendre. J'ai sur mon ordinateur un dossier qui se nomme banque, avec des données sensibles me concernant. L'ensemble de ces données n'est pas chiffré et la première personne venue sera alors capable d'en afficher le contenu. On dit alors que mes fichiers sont en clair. Si maintenant je chiffre le tout avec une clé de chiffrement que je serai le seul à connaître, eh bien je serai également le seul à être en mesure de déchiffrer ce dossier et en afficher le contenu. Je n'ai donc pas à m'en faire si ces données sont interceptées par des personnes tierces. Tout ce qu'elles seront en mesure de voir, c'est du charabia qui n'a aucun sens. Il existe deux types de chiffrement, le chiffrement symétrique et le chiffrement asymétrique. Pour le chiffrement symétrique, c'est une même clé qui sert à la fois à chiffrer et à déchiffrer les messages, ce qui implique de la communiquer en clair à mon interlocuteur si je veux qu'il réceptionne les messages et qu'il puisse les déchiffrer. Et c'est là qu'on trouve le point faible de ce genre de chiffrement. Si quelqu'un intercepte la clé de chiffrement, il sera en mesure de déchiffrer mes messages et nos communications ne seront plus secrètes. Pour remédier à ce problème, on a mis en place le chiffrement asymétrique. Avec le chiffrement asymétrique, la clé qui sert à chiffrer et la clé qui sert à déchiffrer sont différentes. On parle de clés publiques et de clés privées. Je peux donc donner à la population entière la clé de chiffrement qui est publique.
Ils pourront alors chiffrer des messages et me les envoyer, mais je serai le seul à pouvoir les lire car je suis le seul à posséder la clé privée. Ils ne pourront pas être en mesure de lire les messages de leurs collègues ou même de se relire eux-mêmes après avoir chiffré leurs messages. Et c'est là toute la puissance du chiffrement asymétrique. Contrairement au chiffrement symétrique, je n'ai pas besoin de donner la clé privée qui sert à la fois de chiffrement et de déchiffrement. Bon, pour le chiffrement, c'est à peu près bon, donc on passe au fonctionnement des ransomware. Les ransomware circulent le plus souvent sous forme d'email et notamment sous forme de pièces jointes. Ensuite, via des techniques d'ingénierie sociale, les hackers vont rédiger un email qui semble vraiment crédible et qui a l'air de provenir de votre établissement bancaire par exemple. Le fichier joint est un .exe, un fichier .exe, un fichier exécutable. La plupart des gens savent qu'il ne faut pas ouvrir ce genre de fichier lorsqu'on les reçoit via une pièce jointe. Mais les hackers ont plus d'un tour dans leur sac pour camoufler un fichier .exe. En effet, il faut savoir que sous Windows par défaut, et c'est un gros défaut justement, les extensions de fichiers ne sont pas indiquées. Donc si vous recevez un fichier intitulé crédit mutuel.exe, Windows affichera alors seulement crédit mutuel. Le .exe sera alors caché. Les pirates vont alors renommer le fichier en crédit mutuel.pdf. Ici, le .pdf n'est pas une vraie extension de fichier, mais un nom donné au fichier pour vous tromper. Ils vont ensuite aller un peu plus loin en changeant l'icône du fichier exécutable en une icône représentant un PDF. Le fichier a vraiment l'allure d'un fichier PDF, mais si vous activez l'option qui permet d'afficher les extensions de fichiers sous Windows, vous verrez alors que le fichier s'appelle désormais crédit mutuel.pdf. .exe. Ici, on voit donc que c'est bien un fichier exécutable que l'on a essayé de déguiser tant bien que mal en PDF. D'ailleurs, je ne comprends pas que cette option ne soit pas mise par défaut sous Windows. Cela mettrait sûrement la puce à l'oreille pour certains utilisateurs et beaucoup moins de gens se feraient avoir. Bon, imaginons que je ne me méfie pas et que je clique sur ce fichier .pdf. Que se passe-t-il ? En apparence, rien du tout, l'utilisateur ne voit rien, tout se passe en arrière-plan. Le ransomware va contacter un serveur qui va lui envoyer une clé de chiffrement publique, qui peut être connue de tous, ce n'est pas un problème. Il va se mettre à chiffrer l'ensemble de vos données présentes sur votre disque dur, et va ensuite générer une clé privée propre à votre ordinateur, et afficher un message pour vous dire que l'accès à votre ordinateur et à vos fichiers personnels est bloqué. Et il vous propose donc de payer une rançon pour récupérer l'accès à vos données personnelles. Rançon que vous devez payer en utilisant une crypto-monnaie. Souvent en Bitcoin, mais ce n'est pas la seule crypto-monnaie, il en existe bien d'autres. Alors vos données n'ont pas disparu, elles sont bel et bien juste sous votre nez, sur votre disque dur pour être plus précis. Mais seulement elles sont totalement illisibles et vous ne pouvez rien en faire. Et c'est encore plus énervant. On va donc maintenant voir quelles sont les solutions qui s'offrent à vous si vous avez été contaminé par un rançongiciel et que bien sûr vous n'avez aucune sauvegarde de vos fichiers personnels. Alors laissez-moi vous dire que vous êtes mal, même très mal. Toutes les solutions qui s'offrent à vous ont tout un inconvénient majeur. La première solution, c'est de payer la somme indiquée aux alentours des 300-400 € et les hackers vous envoient la clé qui va vous permettre de déchiffrer l'ensemble de votre disque dur pour regagner l'accès à votre ordinateur et à vos fichiers personnels. Mais attention cependant, il n'y a aucune garantie qu'on vous envoie une clé après votre paiement. Vous ne savez pas avec qui vous êtes en train de négocier, ce ne sont pas des enfants de cœur. Deuxième solution, vous formatez entièrement votre PC, donc adieu vos données, mais vous retrouvez un ordinateur fonctionnel. Troisième solution, vous ne faites absolument rien et vos données restent sous forme chiffrée et vous ne pourrez plus jamais rien en faire. Ce qui revient en fait à formater son PC et à perdre ces données pour toujours. Maintenant, est-ce qu'il y a une solution qui permettrait de retrouver l'accès à son ordinateur ainsi qu'à ses fichiers personnels après avoir été infecté ? Eh bien oui, et cette solution est extrêmement simple à mettre en place. Mais c'est quelque chose que vous devez faire avant d'avoir été infecté. Et cette solution miracle s'appelle les backups, c'est-à-dire des sauvegardes entières de votre système d'exploitation et de vos données personnelles. Attention, je ne parle pas ici de sauvegarder ces données personnelles en faisant des copier-coller sur un disque dur externe. Non, je parle de quelque chose de beaucoup plus pratique. Les backups, c'est comme si vous preniez une photo de l'état dans lequel se trouve Windows à un instant T. Vous allez pouvoir revenir en arrière à la manière d'une machine à remonter le temps. D'ailleurs, sous macOS 10, l'application par défaut qui permet de faire ça porte le nom de Time Machine. Bien vu Apple. Si vous faites des backups tous les jours et que vous êtes infecté un mercredi par exemple, eh bien vous pouvez tout simplement restaurer le backup du mardi et vous retrouverez automatiquement l'état dans lequel votre ordinateur était à J-1 de l'infection. Vous avez pas mal de logiciels qui vous permettent de faire ça gratuitement. Je vous mets des liens dans la description. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle aura éveillé votre curiosité et qu'elle vous aura appris 2 ou 3 petites choses. C'est une vidéo qui m'a pris pas mal de temps entre l'écriture, le tournage et le montage. Donc si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner à la chaîne YouTube. N'oublie pas d'activer la cloche pour ne rater aucune vidéo. Et tu peux également me suivre sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description.